Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Quand on entend parler de montres dans les médias, c'est souvent pour parler du prix de la montre de luxe au poignet d'un homme politique, d'un artiste ou d'un sportif. Par exemple, la Richard Mille de Rafael Nadal a plus de 700 000 €. Personne ne connaît les caractéristiques du modèle ou ne sait à quoi il ressemble, mais tout le monde va parler de son prix. Alors loin de moi l'idée de dire que les montres mécaniques sont extrêmement abordables, mais j'aimerais quand même briser le mythe des montres chères. Il existe beaucoup de montres extrêmement intéressantes d'un point de vue horloger, à des prix tout à fait raisonnables. Je vais vous donner quelques exemples. La Seiko 5, donc de Seiko, est une montre qui a l'affichage de la date, l'affichage du jour, un mouvement de qualité japonais automatique, un fond transparent, un design sympa, Seiko donc, et pour moins de 100 €. Toujours chez Seiko, il y a la gamme SKX, donc là c'est un petit peu comme la Seiko 5, ça va être des montres même type de mouvement, mais cette fois-ci dans des boîtiers de montres de plongée qui vont coûter 300, 400 € suivant les modèles. Et je parle de montres neuves. Maintenant, si on veut chercher du côté des montres suisses, il y a un autre exemple de modèle intéressant dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, c'est la Milton Khaki Field. Pour moins de 500 €, vous avez une montre mécanique, manuelle, avec un stop seconde, un mouvement de qualité, et elle peut même être trouvée moins chère sur Internet, si on a des bons plans, etc. Une autre option encore, avec un exemple supplémentaire, ça va être d'aller chercher du côté des vintage, avec Omega par exemple, où on peut trouver facilement des modèles intéressants, sympas, avec un bon design. Pour quelques centaines d'euros, 400 €, on peut tout à fait trouver quelque chose. Et c'est un modèle qu'on va pouvoir conserver toute sa vie et qui restera finalement 3 fois moins cher qu'un iPhone qui, par définition, ne peut pas durer plus de 5 ans. Et même dans les montres objectivement chères, j'ai envie de mettre cela un petit peu en perspective, parce que prenons par exemple la dernière GMT de chez Rolex, elle coûte un peu moins de 9 000 €. Et si vous avez la chance d'en avoir une, alors il y a des listes d'attente très très longues, etc. C'est une montre compliquée, mais justement, si vous avez cette chance de pouvoir ressortir de la boutique avec, vous pouvez être sûr de la vendre le soir même, quasiment pour le double de son prix, tellement la montre est désirée. Un autre exemple, avec un cas plus personnel, j'étais étudiant, en 2010, je m'étais acheté pour un peu plus de 3 000 € une Submariner, la 14060M, neuve, donc pour plus de 3 000 €, je crois que c'était 3 300 €, ça devait être ça le prix. Et il y a 2 semaines, j'ai un ami qui cherchait à acheter donc sa première Rolex, et puis il était très intéressé par la Submariner, et puis finalement il a décidé de prendre le même modèle que moi, et il l'a acheté boîte papier d'occasion pour un peu moins de 8 000 €. Donc ça voudrait dire, si je lui avais vendu par exemple, que j'aurais pu me faire 4-5 000 € juste pour la porter en l'espace de 9 ans. Donc clairement, en tant qu'étudiant, j'avais mis toutes mes économies, c'était un achat complètement irraisonnable, mais d'un point de vue purement financier, la décision, enfin l'achat peut faire sens, peut se justifier. Alors qu'est-ce qui va faire le prix d'une montre et pourquoi on entend parler de ces prix de montres aussi chers? Alors je vais tenter de vous l'expliquer. Déjà pour commencer, il y a le prix des matériaux. Voilà, les montres sont de luxe, sont faites pour certaines dans des matériaux précieux. Je pense à l'or, au platine, mais même les montres en acier, il y a certains grades d'acier aussi qui ont un certain coût. Va y avoir aussi, par exemple dans les mouvements, si on prend les montres de François-Paul Journe, il les réalise pour la plupart dans des mouvements entièrement en or rose. Donc là forcément ça va avoir, les matériaux vont avoir un impact sur le coût. Souvent les montres, même des montres en acier sur les montres de luxe, les index ou les mains vont être réalisées en or gris. Alors c'est des toutes petites quantités certes, mais
mis bout à bout, tout cela va avoir un coût. Un autre exemple que j'aime bien citer aussi, c'est le cas de la collection Excellence Platine chez Vacheron Constantin. Donc là, le boîtier va être lui-même évidemment en platine, la boucle du bracelet Ardillon va être en platine également, le cadran lui-même va être usiné en platine, et puis même la couture du bracelet va être réalisée en platine. Donc là aussi, les matériaux évidemment vont avoir un prix. Et puis à côté des matériaux, va y avoir le coût du labeur, le salaire de l'horloger qui va réaliser la montre. Alors il faut savoir, voilà, si on prend l'exemple des montres suisses, il n'y a pas vraiment de salaire minimum établi en Suisse, mais voilà, si on fait des petites recherches, on peut trouver que le salaire horaire suisse minimum à peu près serait autour des 25 francs en Suisse. Ce qui fait un peu plus de 20 euros, et ce qui ferait donc le double du SMIC horaire français. Et là, je prenais vraiment l'exemple du salaire le plus faible en Suisse. Donc rien que le coût du labeur d'une montre, où il va falloir plusieurs heures de plusieurs personnes qui vont faire les composants, qui vont ensuite les assembler, le contrôle qualité, etc. De fait, ça ne peut qu'aboutir à une montre qui va avoir un certain prix. J'ai envie de prendre le raisonnement inverse. Si je vois une montre mécanique suisse pas chère du tout, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire soit que la montre ne fonctionne pas, et là il y aurait des coûts justement exorbitants de réparation, parce que là aussi il faudra payer le coût horaire de la réparation. Mais voilà, ça n'existe pas une montre suisse qui ne serait pas chère. Et puis toujours dans les coûts du travail, si on va dans des exemples un petit peu plus extrêmes avec les métiers d'art, là aussi ça va coûter beaucoup plus d'argent. Par exemple, un métier d'art, ça va être un cadran qui va être émaillé à la main avec une peinture en émail qui va reproduire, je sais pas, ça peut être un tableau, un célèbre, un motif, n'importe quoi. Mais là aussi, ça va prendre beaucoup d'heures d'un artisan qui a un prix évidemment. Et ce prix va naturellement se répercuter sur le coût total de la pièce. Un autre exemple, ça va être, si on va chercher du côté des indépendants, là on va avoir des horlogers ou des toutes petites équipes qui font des petites productions. On parle de quelques pièces, quelques dizaines de pièces, quelques centaines pour les gros indépendants. Les pièces forcément vont avoir un certain prix, parce que ce prix va permettre aussi d'une certaine manière de financer l'indépendance. C'est-à-dire que un horloger indépendant va pas pouvoir faire des économies d'échelle pendant qu'il va être seul en train de faire une montre en espérant la vendre quelques mois plus tard. Il faut quand même qu'il puisse supporter ses coûts, et forcément ça va avoir un impact qui sera répercuté sur le coût de la montre pour le client. Alors ensuite, il y a d'autres exemples. Si on prend par exemple les diamants sur le prix d'une montre, alors ça aussi ça peut être attaché aux matériaux que j'évoquais avant, mais là on comprend aisément que le prix d'une montre peut s'envoler s'il y a beaucoup de diamants dessus. Et puis il y a aussi également tout ce qui va être les coûts marketing de l'industrie. Alors évidemment on parle d'une industrie, du luxe. C'est évident qu'il va y avoir des grandes marges et des grandes dépenses marketing qui vont là aussi se répercuter sur la note finale. Mais d'une certaine manière, c'est aussi ça qui va créer de la désirabilité autour d'une marque, autour d'un modèle, qui va faire qu'on va pouvoir avoir des montres pour les modèles les plus recherchés ou les plus désirés, qui vont avoir leur cote qui va se maintenir. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir la cote d'une montre d'occasion avant de l'acheter neuve. Ça permet d'avoir une idée du maintien de la cote, et d'une certaine manière de rationaliser un petit peu un achat qui forcément sera cher. Je pense qu'il est plus facile
alors c'est peut-être une auto-justification, mais de se convaincre d'un achat de quelques milliers d'euros si on voit que la montre finalement va avoir sa cote qui va se maintenir au cours des années, voire même pour certains modèles prendre de la valeur. Là tout de suite il va être plus facile de dépenser un petit peu d'argent par rapport à une montre qui elle perdrait de la valeur instantanément une fois sortie de la boutique. C'est pour ça que là aussi le marché de la seconde main peut être très intéressant parce que déjà ça vous permet de savoir comment se positionne la montre, et ça vous permet aussi, si vous voyez que vous êtes intéressé par un modèle qui a tendance à décoter sévèrement, c'est pas forcément un problème. Des fois pour plein de raisons, une montre va pas être appréciée à sa juste valeur et va décoter. Ça peut présenter une opportunité d'achat, mais dans ce cas-là, vaut mieux éventuellement envisager l'achat de la montre d'occasion plutôt que 30% plus cher si elle est neuve. Et il y a aussi l'exemple des montres vintage. Alors là, on va rentrer dans tout ce qui est montres de collection. Et ça va être beaucoup plus dur aussi de rationaliser les choses ici. Suivant l'état d'une montre d'occasion, et si elle est recherchée, si c'est une montre de collection qui est rare, exclusive, etc. Et dans un bon état, éventuellement avec sa boîte et ses papiers, là les prix peuvent atteindre des records. Aussi la provenance peut avoir un impact. Il y avait il y a quelques mois, ou ça fait peut-être 1 an déjà maintenant, la Daytona Paul Newman de Paul Newman avait été vendue aux enchères, avait été trouvée et vendue. Il me semble que c'était pour 17 millions. Je me rappelle plus exactement le prix, mais c'était complètement démentiel. Pour une montre qui évidemment si on regarde juste le modèle en lui-même, ne valait absolument pas ce prix-là, déjà s'il n'appartenait pas à Paul Newman. Et puis si on monte quelques décennies plus tôt, au moment où elle était proposée à la vente, c'était pas une montre qui était particulièrement rare, c'était une montre qui était même pas particulièrement recherchée à l'époque, donc qui était abordable entre guillemets. Et là, les prix ont complètement explosé. Et là, on rentre dans le marché de l'art, le marché de la collection, et ça devient complètement toute une autre discussion. Et à l'inverse, dans le prix d'acquisition d'une montre, on oublie souvent le coût de l'entretien de celle-ci. Alors, suivant les modèles, ça va coûter, suivant les marques, c'est les marques qui vont fixer un petit peu leur prix. Ça va coûter, je dirais, entre 400 et 1500 euros pour des mouvements, des montres, des mouvements basiques. Quand je dis basique, je veux dire assez simple, c'est-à-dire une montre automatique, manuelle, classique, heure minute, éventuellement un chronographe ou des complications, mais pas des très très grandes complications comme des quantièmes perpétuels, des répétitions minutes, etc. Et voilà, on va être dans ces eaux-là en termes de prix, et on a tendance de temps en temps, quand on regarde le prix d'une montre, à oublier de regarder le prix de la réparation chez la marque de la montre convoitée. Et finalement, quand on prend une réparation à 1500 euros, et là je parle juste d'un service, c'est-à-dire vous avez une montre qui ça fait 10 ans que vous la portez, qui a besoin d'avoir un service comme une voiture aurait besoin de passer chez le garagiste. Même pour une montre simple, ça peut coûter 1500 euros pour des montres alors là c'est évidemment des montres de luxe qui ont un certain prix à la base, mais ça peut représenter 10%, presque 10% du prix d'acquisition de la montre, et tout de suite ça fait un certain prix. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur les questions liées au coût des montres et vous avoir convaincu que l'on peut trouver des montres vraiment à tous les prix. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.